Mesdames et messieurs, je me présente. Mohamed Salah Ouidek, ingénieur en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base sur les réseaux, à savoir les adresses IP. Avant de commencer, je voudrais m'assurer que vous saisissez ce qu'est un réseau IP et comment il fonctionne. Un réseau est un ensemble d'équipements connectés entre eux qui permettent le partage de ressources et de données. Les réseaux peuvent être locaux ou étendus, donc LAN et WAN. Pour comprendre comment fonctionne un réseau, prenons l'exemple d'une ville avec plusieurs maisons. Chaque maison représente un ordinateur sur le réseau. Pour que les ordinateurs puissent communiquer les uns avec les autres, ils doivent avoir une adresse unique, similaire à une adresse postale. Cette adresse est appelée adresse IP. Comme pour les adresses postales, l'adresse IP permet aux ordinateurs de savoir où envoyer les données. Sans adresse IP, les données pourraient se perdre ou être envoyées à la mauvaise destination. En résumé, les réseaux permettent aux ordinateurs de communiquer les uns avec les autres en utilisant des adresses IP uniques pour assurer la livraison de données à la bonne destination. Je vous ai schématisé ici un ensemble d'ordinateurs interconnectés via la fameuse étoile d'araignée Internet. Ces ordinateurs, ou tout autre appareil électronique, se connectent et communiquent entre eux grâce au protocole IP, Internet Protocol, tout comme les numéros de téléphone, par exemple. Donc, il permet de tracer l'itinéraire entre votre ordinateur et éventuellement un serveur sur lequel vous voulez récupérer un site. Le protocole IP est un protocole standard du réseau Internet. Il réalise les fonctionnalités de la couche réseau numéro 3 selon le modèle OSI qui détermine la route que doivent emprunter les paquets. En plus, jamais on trouve deux adresses IP identiques sur un réseau, c'est-à-dire c'est unique. Le protocole IP est considéré comme service non fiable, ce qui signifie qu'il ne garantit pas la livraison des paquets de données envoyés à travers un réseau. Les paquets peuvent être perdus, endommagés ou livrés dans un ordre différent de celui dans lequel ils ont été envoyés. Alors, pour garantir une livraison fiable des données, il est souvent nécessaire d'utiliser d'autres protocoles tels que TCP, Transmission Control Protocol, qui offrent des fonctionnalités de contrôle de la transmission pour garantir la livraison exacte et complète. Donc, le protocole IP fonctionne en mode sans connexion, ce qui signifie qu'il n'établit pas de connexion préalable entre les hôtes avant de transmettre les données. Au lieu de cela, il envoie simplement les paquets de données à leur destination sans garantir leur arrivée ou leur ordre de livraison, ce qui implique l'utilisation de protocoles complémentaires tels que TCP, comme nous l'avons établi précédemment. Le modèle OSI a été développé pour nous permettre de mieux comprendre comment les données seront transmises entre différents appareils en assurant une communication égale à égale entre eux comme le chemin le montre. Nous allons nous intéresser à la couche réseau, couche numéro 3 du modèle OSI. Lorsqu'un appareil envoie des données à travers le réseau, les données sont divisées en paquets et encapsulées avec des informations à la couche réseau qu'on appelle en tête IP, telles que l'adresse IP source et l'adresse IP destination. À l'autre extrémité, le récepteur décapsule le paquet en retirant les en-têtes et les queues pour récupérer les données originales. En résumé, ce qu'il faut retenir ici,
le type de données qui est le paquet et que l'entête IP est encapsulée au niveau de la couche réseau du modèle OSI. Par convention, les adresses IPv4 est écrites sur 32 bits, composés par 4 champs séparés par des points. Chaque champ est saisi sur un octet qui est égal à 8 bits présentés par des nombres décimaux de 0 à 255 maximum. On verra par la suite pourquoi maximum 255. Ce format d'adressage associe l'identification du réseau, c'est-à-dire auquel on appartient, et l'identification de l'hôte ou de la machine, très connue par le NetID et le HostID. Ce schéma montre un contre-exemple comment envoyer un colis à une adresse. Pour cela, il faut indiquer l'emplacement sur la carte, comme par exemple Paris, rue Napoléon, c'est l'adresse réseau, bien le NetID dans notre cas. Mais il faut préciser exactement la cible qui est le numéro qui correspond à la maison, numéro 1, 2, 3 ou 4, dans le même quartier, donc dans le même réseau. C'est le host ID dans notre cas. Prenons l'adresse IP suivante, 192.168.10.50, qui a comme identifiant réseau ce qui est en rouge, 192.168.10, donc le NetID, sur le réseau, et .50, le dernier champ, où on dit aussi le dernier octet, qui est l'identifiant de la machine dans ce réseau. D'où plusieurs questions qui se posent. La première, étant donné une adresse IP, comment celle-ci, ou bien comment on sait quelle est la portion du NetID et celle du HostID? Est-ce que seulement sur le premier octet de 102, dans notre cas qui représente le réseau, et 3 octets pour la partie machine, ou sur 2 octets, ou 3 octets, le NetID, et le dernier octet sera-t-il le HostID? Une autre question, ces adresses IP étant numériques et en décimales, comment seront-elles transmises et comprises par les machines, telles que les ordinateurs, les téléphones et tout ça? Donc, seront-elles transmises et comprises par ces machines? Bien évidemment, elles vont être converties en binaire. D'où la section suivante. Nous allons donc discuter du binaire. Celui-ci aujourd'hui est un élément fondamental des réseaux, puisque les machines et les équipements d'interconnexion tels que les switches, routeurs, points d'accès, etc. utilisent le binaire. Donc, vous devez comprendre ce concept si vous voulez pouvoir travailler avec des réseaux, à savoir les listes d'accès, les listes pardon, de contrôle d'accès connues par Access List, qui vous permettent d'autoriser ou de refuser le trafic en fonction d'une adresse IP. Aussi pourquoi c'est pour l'utilisation des masques de sous-réseau, connus par le subnetting. Donc, on verra en détail par la suite, ainsi que dans d'autres contextes. Parmi nos objectifs primordiaux dans ce vidéo est de savoir comment convertir les adresses IP en binaire. Maintenant, à titre d'analogie, pour nous aider à comprendre le binaire, on a besoin de l'électricité, car logiquement les ordinateurs et les équipements d'interconnexion ont des circuits et fonctionnent à l'électricité. Les seuls états possibles d'un objet branché à une source d'électricité sont l'allumage et l'extinction, dit allumé ou éteint, on ou off.
Techniquement, le langage binaire 0 et 1. 1 pour on et 0 pour off. Prenons les valeurs possibles de deux lampes. La première ligne, lampe allumée, lampe éteinte. 1, 0. Deuxième ligne, la première lampe éteinte, lampe allumée. Donc 0, 1. Les deux lampes sont allumées, 1, 1. Les deux lampes éteintes, 0, 0. D'où les quatre situations possibles avec deux lampes et deux états. Voyons le deuxième cas où on a trois lampes. Donc, combien de possibilités on a? On a 8, comme vous voyez sur le chemin. Donc, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, et ainsi de suite. Et si par exemple, on a 8 lampes, combien peut-on avoir de situations et comment les compter? Pour le rappel binaire. Et revenons à la conversion d'une adresse IP en binaire. La première chose, on aura besoin des puissances de 2. Donc, 2 à la puissance 0, qui est égal à 1 en décimale, 2 à la puissance 1 est égal à 2, 2 à la puissance 2 égale à 4, 2 à la puissance 3 égale à 8, et ainsi de suite. Et pour arriver à la fin, à la représentation binaire, comme vous voyez ici sur cette adresse IP 172.16.254.1, avec la conversion binaire des quatre champs. Le premier champ, donc, il est représenté sur 8 bits ou bien un octet, comme vous le voyez. Donc, allant de 2 à la puissance 0, on aura 1 en binaire. 2 à la puissance 1 égale à 1, 0 en binaire. 2 à la puissance 2 égale 1, 0, 0 en binaire. En décimale est égal à 4. On s'arrête pour le moment à deux exposants 8. Pourquoi? Car 2 à la puissance 8, c'est égal à 256 en décimale. Vous voyez bien. Et nous avons dit auparavant que la valeur maximale en décimale pour un octet dans une adresse IP est de 155. D'accord? Donc c'est pas possible d'avoir 2 à la puissance 8. Le dernier bit à utiliser, c'est 2 à la puissance 7. C'est la valeur maximale, bien entendu. Comment ça? On va utiliser le crayon pour expliquer mieux. Donc, comme vous voyez ici, par exemple, le premier octet 172. Donc, si on va le représenter en binaire, le premier bit, c'est 2 à la puissance 0, le deuxième, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 6 et 2 à la puissance 7. Donc, ce sont les 8 bits d'un octet. Pareil pour les autres champs. Bon, vous n'inquiétez pas, ça sera du gâteau par la suite, avec les exercices. Dernière chose, on ne parle pas des nombres négatifs. Passons à une activité pour bien comprendre la conversion binaire, en vous montrant un tableau vraiment important, très important pour l'examen ou bien la certification CCNA, bien sûr, avant de passer cet examen. On aura besoin dans plusieurs situations. Ce qu'il faut retenir par cœur, c'est ces deux lignes, la ligne de base, c'est-à-dire 2, à la puissance 0, 2 à la puissance 1 jusqu'au 2 à la puissance 7, et leur équivalence 1, 2, 4, c'est-à-dire, par exemple, si je vous dis 2 à la puissance 5, directement, vous me dites
32 de la puissance 7, c'est 128. C'est ça, c'est comme ça marche. Là, pour présenter juste les numéros à apprendre, je passe à exemple 1. Cherchant la conversion binaire de 255. Comment trouver les valeurs en binaire de 255? En fait, c'est la somme de tous les bits de cet octet. C'est-à-dire, si on met 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, là on a rempli tous les bits à 1, c'est-à-dire on va prendre les valeurs en décimales. C'est égal à 255. Et voici la conversion binaire de 255. Tous les bits, ils sont remplis par 1. Passons à l'exemple 2. 192. Il faut chercher quelle est la somme des valeurs possibles pour 192. Si on trouve une valeur, hop, on marque un 1. C'est pas, ou bien il n'est pas dans l'ensemble de la somme de cette valeur, alors on met un 0. Donc, pour 192, 128 y compris, 128 plus 64, ça donne 192. Ah, c'est bon, on a trouvé le 192. Donc, on doit remplir les autres cases par des zéros. Et à la fin, le résultat en binaire, ça sera 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc 2 bits à 1 et 6 bits à 0. Passons à l'exemple 3. 19. Cherchons la forme binaire du valeur 19. Donc, j'efface avant. 19, c'est égal à combien? Est-ce que 128 y compris? Non, bien sûr, elle est supérieure à 19. 64, non plus. 32, non plus. 16, oui. Donc, on fait comme ça, 19 moins 16. Ça donne combien? Ça donne 3. Donc, je cherche les 3. Hop, c'est 2 plus 1. Donc, je marque des bits à 1 sur ces cases. Et les autres vont être en 0. Et donc, la conversion binaire, c'est quoi? 3 zéros, là, comme vous voyez ici. Bit à 1, 2 bits à 0, comme vous voyez ici. Et 2 bits à 1. D'accord? Euh, on peut montrer un autre exemple simple. Si je vous dis 8 en binaire, hop, qu'est-ce que vous dites? 1 ici, et les autres vont être à 0. Si on vérifie par une calculatrice ou un site en ligne, donc vous le verrez que c'est 1000 si on veut le représenter sur 4 bits. Si on va le représenter sur 8 bits, donc c'est égal à 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Si je vous dis par exemple faire la conversion binaire de 32, donc c'est juste on met un bit à 1 ici, les autres vont être à 0. Je donne un autre exemple, 17 soi-disant. Donc 17 c'est égal à quoi? En fait, on va marquer 0, 0, 0 sur la case 32, mais c'est égal à 16 plus 1. Donc on met un bit à 1 ici, et 1 ici, et tous les autres bits vont être à 0. Excusez-moi pour ce chantier. Et donc j'efface, et on va s'appuyer encore par un autre exercice. Voici un exercice d'application. Mais avant de commencer, mettons dans la tête deux choses ici. Le premier tableau qu'on aura besoin donc toujours avec ces valeurs. Et la deuxième chose qu'il faut commencer par les valeurs qui sont inférieures à la valeur en question. Donc,
commençant par 7. C'est-à-dire quoi? Il a dit commencer par les valeurs qui sont inférieures par rapport à la valeur en question. Notre valeur en question, c'est 7. Donc, pourquoi? Pour confirmer cette règle, est-ce que 128 est compris? Non, donc c'est 0. 64, elle est supérieure. Donc non. 32, elle est supérieure. Non. 16, elle est supérieure. Non. 8, elle est supérieure aussi. Non. Vous voyez bien, les valeurs qui sont supérieures à 7, on n'aura pas besoin. Donc on met directement 0. Donc on s'intéresse aux valeurs qui sont inférieures à 7. Donc, pour 7, c'est égal à quoi? Si on fait la combinaison pour 4, 2 et 1. 4, 7 moins 4, c'est 3. Et 3, c'est égal à 2 plus 1. Ça y est, on a trouvé la conversion binaire de 7. Passons à 37. Donc, on a dit, on commence par les valeurs qui sont inférieures. Donc, qui sont inférieures ou égales, pardon. Donc, 37. Donc, c'est-à-dire, on commence par 32. 37 moins 32, puisque 32 y compris, donc on met un 1. 37 moins 32, ça reste combien? 5. Directement, on se pointe sur quelles sont les valeurs qui forment 5. C'est 4 plus 1. Ça y est, les autres, ils seront mis à 0. Voilà la conversion de 37. Donc, juste j'ai saisi ici pour mieux comprendre. 37, c'est égal à quoi? C'est égal à, ou bien c'est équivaut mathématiquement parlant, 37 moins 32, on trouve égal à 5. Donc là, la première valeur à mettre à 1. Après, on prend le 5. Le 5, c'est égal à quoi? C'est égal à, plutôt, équivaut à 5 moins 4. Donc, on va utiliser le 4, va être à 1. C'est égal à ici à 1. Et puisque 1 aussi, c'est une valeur à mettre, donc c'est à 1. Donc, c'est-à-dire la représentation binaire de 37, c'est 32, 4 et 1. Vous voyez bien ici, 32, 4 et 1. Pour 135, donc la première valeur inférieure à 135, c'est 128. 135 moins 128, ça reste 7. 7. Donc il faut chercher, hop, voilà, c'est 4 et 2 et 1. Et voilà, rapidement, on a converti 135 en binaire, rapidement, grâce à quoi? Grâce à ce fameux tableau. 249. Peut-être avant, c'est pas facile de faire la conversion, mais grâce à ce tableau, donc rapidement, on peut le faire. Donc 249, c'est égal à combien? C'est égal à 128, c'est sûr. 128 plus 64, moi, c'est la deuxième méthode aussi que j'utilise. Donc 128 plus 64, c'est égal à 192. 192 plus 32, c'est égal à 224. Donc, ces valeurs aussi, je l'ai appris par expérience. Donc je mets un 1 ici. 224 plus 16, c'est égal à 240. 240. Vous voyez bien là, je rapproche à 249. Donc 240 plus 8, c'est égal à 248. Vous voyez bien toujours, je suis à une valeur qui est inférieure à 249. Donc là, après le 240, c'est égal à 248. Donc ça me reste combien pour aller à 249? Ça me reste juste le 1. Donc les autres sont mis à 0. Donc la conversion binaire de 249, c'est égal à 1, 1, 1, 1, 1.
0, 0 et 1. Le diapositive suivant montre la solution, plus propre bien sûr. Donc vous pouvez utiliser dans les premières fois pour vérifier les résultats trouvés, que ce soit par la calculatrice, comme vous voyez ici, donc la calculatrice Windows, en mode programmeur, ou à partir des sites en ligne tels que Calco, qui font la conversion binaire, décimale, hexadécimale, si on a besoin, par exemple. Là, on a fini la première phase d'apprentissage sur l'adressage IP, qui est la conversion binaire. Passons maintenant à la phase 2. Nous allons dévoiler l'anatomie de l'adresse IP, c'est-à-dire la composition ou la structure de l'adresse IP, en posant plusieurs questions. Avant de répondre à ces questions, prenez le temps de vous renseigner sur l'accès aux propriétés TCP/IP. Donc, bien entendu, nous pratiquerons cela de plus en plus à l'avenir, que ce soit sur Windows ou Linux, voire même sur les équipements d'interconnexion, dans une vidéo ultérieure. Et voilà une photo donc qui montre comment on saisit une adresse IP sur Windows, ainsi que son masque sous réseau, passerelle par défaut, DNS, donc tous ces mots-clés, on le verra plus tard. D'accord? Euh, donc, les questions sont: comment puis-je identifier ou séparer les deux blocs, tels que le network ou un host? Ce sont des termes en anglais. Quels sont les chiffres qui doivent être utilisés? Quels sont les différents types de réseaux IP pour les petites entreprises ou moyennes, et les grandes entreprises, c'est-à-dire les petites et grandes tailles? Comment assigner une adresse IP à un équipement? Quels sont les différents types des adresses IP? Tout cela donc va être répondu par le fameux masque sous réseau. IANA, Internet Assigned Numbers Authority. IANA est un organisme central qui est responsable de la coordination mondiale des systèmes d'adressage du protocole Internet, c'est-à-dire il gère l'attribution ou l'affectation des adresses IP, ainsi que des numéros de systèmes autonomes utilisés pour le routage du trafic Internet. Elle a dit quoi, IANA? Je ne veux pas laisser quiconque prendre ou éditer n'importe quel numéro comme il veut. Nous allons les diviser en classes. On distingue 5 classes: la classe A, classe B, classe C, classe D et la classe E. Les classes A, B, C sont les classes les plus courantes. Mais avant tout, il faut d'abord retenir ceci, que toujours le NetID est à gauche et le HostID, il est à droite. Deuxième idée à retenir, que le masque de sous-réseau permet de spécifier la partie de l'adresse IP qui identifie le réseau et la partie qui identifie l'hôte. Nous allons approfondir ce concept lors de la seconde partie de l'adressage IP, dans la prochaine vidéo, car ce masque représente la colonne vertébrale d'une adresse IP. Jamais on parle d'une adresse IP sans masque. Euh, Commençons donc par la classe A. Ces adresses sont généralement utilisées pour les grands réseaux. Les 8 premiers bits sont utilisés pour identifier le réseau et les 24 derniers bits pour identifier les hôtes. C'est-à-dire pour chaque sous-réseau, nous avons 2 à la puissance 24, c'est égal à 16 777 1214 machines. C'est un nombre énorme. Un exemple d'adresse de classe A, c'est Google. Elle utilise 74 point quelque chose et 64
point quelque chose. Et vous voyez bien 74 et 64, ils appartiennent bien à cette plage qui est 1 et 126. Donc, c'est le premier octet. Pour la deuxième classe, la classe B, elle est utilisée pour les réseaux de taille moyenne. Les 16 premiers bits sont pour identifier le réseau et les 16 derniers bits pour identifier les hôtes. En d'autres termes, presque 2 à la puissance 16. C'est 16 384 machines dans chaque réseau. Nous constatons que le nombre de réseaux augmente alors que le nombre d'hôtes diminue. Et la plage, pour mieux apprendre cette classe, si vous trouvez une adresse IP qui commence par ces nombres-là, donc 128 et 191. Pardon, j'ai pas beaucoup d'espace. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est la plage. 128.x.x.x, c'est une adresse IP qui appartient à la classe B. 190, 199 et ainsi de suite. Donc, on connaît bien maintenant que cette adresse IP, elle appartient à la classe B. Passons à la classe C. La classe C sont utilisées pour les petits réseaux. Elle utilise comme 3 octets pour identifier le réseau et le dernier octet pour identifier les hôtes. Donc par défaut, le nombre d'hôtes pour chaque réseau, c'est 254 machines. Bien sûr, tout calcul et tous les chiffres, tout ça, on le verra plus tard avec des exercices et vous allez comprendre comment calculer le nombre de sous-réseaux ainsi que leur nombre de machines. D'accord? Passons à la classe D. On dit aussi adresse multicast qui spécifie un groupe de machines sur le réseau. Si on envoie avec une adresse destinataire de type multicast, toutes les machines incluses dans le groupe correspondant à cette adresse reçoivent ce message. C'est comme si on va envoyer une lettre à plusieurs personnes bien définies. Comme exemple, le protocole EIGRP de Cisco, c'est un protocole de routage. Il utilise donc une adresse multicast de classe D pour envoyer des mises à jour de routage. Ou bien la classe E, ce sont les adresses des labos de recherche. On dit aussi classe expérimentale. Elle n'est pas utilisée dans les réseaux publics ou privés généralement. Cette classe est réservée à l'usage futur et ne pas destinée à être utilisée pour les opérations de routine. Ça ne nous intéresse pas maintenant. Donc faisons un exemple pour savoir l'appartenance de n'importe quelle adresse à quelle classe. On va prendre par exemple 10.x.y.z. Automatiquement, à partir du premier octet, 10 appartient à cette plage. Donc, automatiquement, n'importe quelle adresse qui commence par 10, elle appartient à la classe A. Si je vous donne par exemple 172 points, peu importe ici, 172, elle appartient à la plage 128, 191. Donc, c'est une adresse de classe B. Je vous donne maintenant 192 points quelque chose. Automatiquement, c'est la plage de la classe C qui commence par 192 jusqu'à 223. Et voilà comment savoir l'appartenance de quelle adresse IP à quelle classe. Ce tableau résume tout ce que nous avons vu auparavant sur l'adressage IP. Les adresses IP sont divisées en plusieurs classes, dont les classes A, B et C les plus utilisées, et pour vous confirmer, la classe D et E ne peut pas être utilisée
comme une adresse IP pour les équipements. C'est conventionnel. C'est-à-dire que le maximum à mettre au niveau du premier octet est de 123 de la classe C. Très bien. Chaque classe parmi A, B, C est associée à une plage d'adresses IP qui peut être utilisée pour assigner des adresses à des dispositifs connectés à un réseau. Commençons par la classe A. La plage des adresses pour les réseaux de classe A est de 1.0.0.0 à 126.255.255.255 avec le masque de sous-réseau par défaut de 155.0.0.0.0. La plage d'adresses pour les réseaux de classe B est de 128.0.0.0 à 191.255.255.255 avec le masque sous réseau 255.255.0.0. La plage d'adresses pour les réseaux de classe C est de 192.0.0.0 à 223.255.255.255.255.0 avec le masque de sous-réseau par défaut 3.255.0. Il convient de noter que certaines adresses IP sont réservées à des utilisations spéciales, telles que des tests des adresses de bouclage, on appelle aussi loopback, c'est le 127.0.0.0, et d'autres utilisations spéciales. Mais on ne va pas entrer en détail maintenant. Bref, ils ne sont pas, ou bien ils ne sont donc pas utilisés pour identifier des réseaux et des hôtes. Il est important aussi de comprendre que ces plages d'adresses IP pour concevoir des réseaux efficaces et assigner des adresses IP de manière appropriée. Et vous en saurez bientôt les raisons, pourquoi, comment, etc. Avant de finir, le prochain vidéo sera pratique et contiendra des exercices pour commencer à bien préparer le CCNA à travers des quiz. Nous allons donc nous arrêter ici et n'hésitez pas à poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais. Et au revoir.